Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, si j'ai déposé cette exception d'irrecevabilité, c'est parce que, je le répète, j'ai le sentiment que Maastricht et ses conséquences sont à prendre ou à laisser. Maastricht, oui, monsieur. C'est effectivement, d'abord, l'écriture, l'orthographe, c'est M-A, tréma. Je vous donnerai les références. Et quant à la prononciation, tous les experts s'accordent pour considérer que ce doit être Maastricht. Je dis ça parce que vous m'avez repris. Une fois ouverte la discussion sur le texte qui nous est soumis, le piège sera refermé. Nous serons enfermés dans une logique dont nous ne pourrons plus nous dégager. Le traité, nous le savons tous, n'est pas amendable. Le président de la République a été particulièrement clair à ce sujet le 1er mai. Nulle réserve portant sur le cœur même du traité ne pourrait être opposable aux co-contractants. Quant à la voie de la modification du texte constitutionnel, elle me paraît en l'état sans issue. Du fait de la dérive vers la suprématie du droit communautaire, nous ne disposerons d'aucune garantie en cas de contradiction entre le traité et la Constitution. D'ailleurs, l'obligation de débattre à nouveau de la monnaie unique ne pourrait figurer ni dans l'un ni dans l'autre et serait de nul effet. De nul effet aussi l'obligation pour le gouvernement français de s'expliquer devant l'Assemblée avant d'aller se lier les mains à Bruxelles, car en serait la sanction. Quant au principe de la subsidiarité, en rappelant tout à l'heure sa nature subjective, je crois en avoir par avance limité la portée. D'ailleurs, tous les règlements et de nombreuses directives s'appliquent sans passer devant le Parlement, et pour tous ces textes, la saisine du Conseil constitutionnel est impossible. Quant à la maîtrise de notre politique en matière de visa, si elle pouvait être prévue dans la Constitution, elle demeurerait absente du traité. Alors comment les juges interpréteraient-ils cette contradiction? Quant au droit de vote des étrangers, je n'en parle même plus, puisque j'ai déjà eu l'occasion de démontrer qu'en la matière, on confondait probablement l'accessoire et l'essentiel. Il n'y a donc, je le crains, aucune garantie à attendre d'un quelconque amendement du projet de loi. Il y a encore moins d'assurance à attendre de l'usure du temps. Ce serait d'ailleurs une bien curieuse démarche que de nous en remettre à la survenance d'hypothétiques catastrophes dans les années qui viennent pour sortir de ce piège dans lequel nous nous serions nous-mêmes enfermés. Il est donc vain de chercher de subtiles esquives, il faut se déterminer sans détour. Il faut se déterminer en pensant aux droits de notre peuple, c'est à lui de statuer. Voter l'exception d'irrecevabilité, c'est, me semble-t-il, proclamer que nous refusons de nous substituer à lui pour décider ce qui relève de lui et de lui seul. Il faut se déterminer en pensant à la France. Le 24 novembre 1953, c'est un débat auquel vous avez participé, Monsieur le Ministre. Peut-être, non, c'était plus tard. Pierre Mendès France s'exprimait en ces termes. On parle souvent de choix, j'ai fait le mien, je choisis l'Europe, mais je veux les conditions de son succès qui sont aussi les conditions du renouveau de la France. Ce qui trouble le débat, c'est qu'une fois encore, on nous propose séparément un but dont nous sentons la valeur et la grandeur, mais dont nous redoutons de ne pas voir réunies les conditions de son succès. Je pense qu'à 40 ans de distance, le problème ne se pose pas en termes radicalement différents. L'avenir de la France ne dépend pas seulement du succès de l'Europe, mais l'avenir de l'Europe à ce moment crucial de son histoire passe certainement par le redressement de la France. En entravant sa liberté d'agir, en la contraignant à renoncer un peu plus à elle-même, on rendrait un bien mauvais service à l'Europe.
car la République française pourrait être l'âme et le modèle de cette Europe nouvelle, aujourd'hui aspirée par le vide et qui hésite entre espoir et angoisse, goût de la liberté et peur du désordre, fraternité et exclusion. En votant l'exception d'irrecevabilité, je crois donc que nous commencerons à travailler à rendre aux Français un peu de cette fierté mystérieuse dont pour l'heure ils ne savent qu'une chose, comme le disait André Malraux, c'est qu'à leurs yeux la France l'a perdue. Il faut se déterminer enfin en fonction de l'Europe que nous voulons. En votant l'exception d'irrecevabilité, nous ne signifions pas notre congé. Nous exprimons la volonté de construire une autre Europe, la seule Europe qui vaille à nos yeux. En 1958, le général de Gaulle arriva au pouvoir au moment même où, après une décennie d'incantations européennes, la 4e République était en passe de solliciter de nos partenaires le bénéfice de la clause de sauvegarde, différant l'entrée de la France dans le marché commun. On raconte que Jacques Chaban-Delmas, missionné pour se faire l'écho des inquiétudes de tous ceux qui s'étaient persuadés que le traité de Rome était condamné, se serait entendu répondre par le général de Gaulle: nous entrerons comme convenu dans le marché commun, nous y entrerons, oui, mais debout. Et de fait, le redressement national, que les élites dirigeantes d'alors ne croyaient plus possible, permit à la France de devenir le moteur de l'Europe. Monsieur le Président, Messieurs et Madame les ministres, mes chers collègues, la question et la réponse n'ont pas varié. Oui, nous voulons l'Europe, mais debout. Parce que, Monsieur le Ministre, c'est debout qu'on écrit l'histoire. Laisse un peu plus.